Le roi vampire observait une agente d'entretien frotter ses sols, ennuyée, jusqu'à ce que la lumière d'une lampe se pose sur le collier à sa gorge. Son souffle se coupa. Ce pendentif avait disparu avec sa sœur exécutée en 1702, et cette humaine ne devrait pas être en vie en le portant, sauf qu'elle l'était, et le conseil avait déjà l'ordre de tuer quiconque le possédait. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Lucien Corvus se tenait devant les baies vitrées de son penthouse, à 50 étages au-dessus de l'étendue scintillante de Chicago, et ne ressentait rien en examinant les mandats d'exécution étalés sur son bureau comme une main de cartes distribuée par un croupier particulièrement vindicatif. 3 siècles de cette vie, et l'ennui s'était calcifié en quelque chose de plus dur que l'os. Un engourdissement si complet qu'il peinait à enregistrer le poids du stylo-plume dans sa main ou la façon dont sa signature coulait sur le parchemin avec l'aisance d'une longue pratique. En bas, la ville pulsait de l'énergie d'un vendredi soir. Des humains affluant entre les bars et les restaurants, leur vie scintillant, vive et brève comme des éphémères. Et quelque part dans les entrailles mécaniques de sa tour, les équipes de nettoyage de nuit accomplissaient leur routine, invisibles comme des fantômes. Il était sur le point de saisir le dernier mandat quand un mouvement sur son écran de surveillance attira sa vision périphérique, un scintillement gris sur l'écran montrant sa salle du trône privé. Il se figea. Cet étage aurait dû être verrouillé, scellé derrière 3 niveaux de sécurité qui nécessitaient à la fois un scanner biométrique et de la magie du sang pour être franchi. Et pourtant, elle était là. Une femme dans un uniforme gris informe, à genoux près de son trône de marbre, avec un seau et une brosse, ses cheveux sombres tirés en un chignon désordonné, ses épaules courbées dans la posture de quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à prendre le moins de place possible. Lucien se pencha plus près de l'écran, fronçant les sourcils, la regardant tremper sa brosse dans l'eau savonneuse et commencer à frotter le sang séché qui éclaboussait la base du trône, reste de la séance du conseil de ce soir, où Vashti avait fait un exemple d'un vampire renégat qui s'était nourri à la vue de tous. La femme fredonnait quelque chose de bas et sans mélodie en travaillant, ses mouvements méthodiques, presque méditatifs, et Lucien sentit une pointe d'irritation que cette humaine ait violé son sanctuaire, qu'elle touche son trône, qu'elle existe dans un espace destiné à sa solitude. Puis la lumière de la lampe balaya sa gorge, et le monde s'arrêta. De l'argent y scintillait, un pendentif reposant contre ses clavicules, et même à travers l'image granuleuse de la caméra de sécurité, Lucien le reconnut avec la certitude écœurante d'un homme regardant son passé ressurgir de sa tombe. 3 serpents entrelacés s'enroulaient autour d'un rubis de sang de la taille d'un œuf de rouge-gorge, leurs écailles si finement ouvragées qu'elles semblaient bouger dans la lumière. Et il connaissait chaque courbe de cette pièce, parce qu'il avait vu sa sœur Mira l'attacher autour de sa gorge par une nuit d'hiver en 1702, ses mains tremblant alors qu'elle se préparait à affronter le conseil qui la condamnerait à mort. Le verre dans la main de Lucien se brisa, le bourbon et le sang se mélangeant alors que les éclats lui mordaient la paume, mais il sentit à peine la douleur à travers le rugissement dans ses oreilles. Ce pendentif avait disparu avec le corps de Mira après son exécution, perdu ou détruit, et personne ne devrait le porter maintenant. Aucun humain ne devrait survivre en le portant car le rubis était lié à la lignée Corvus et brûlait quiconque osait le toucher. Pourtant cette femme le portait comme un bijou fantaisie et vivait. Ses pieds bougèrent avant que son esprit ne le rattrape, le portant à travers la porte de son penthouse et dans l'escalier de secours, se déplaçant dans les ombres comme son espèce s'était déplacée depuis des millénaires, silencieux et incroyablement rapide. 50 étages se dissolurent en quelques secondes et il poussait la porte dissimulée derrière son trône, entrant dans la lumière de la lampe et l'odeur chimique et âcre du nettoyant industriel mélangée à l'odeur plus ancienne de la pierre,
du vieux sang et de la magie qui ne quittaient jamais tout à fait cette pièce. La femme ne le sentit pas, fredonnant toujours cette mélodie brisée en frottant par petits cercles, ses mains rouges et à vif à cause de la solution de nettoyage. Et Lucien se surprit à cataloguer des détails avec la précision d'un homme essayant de résoudre une équation impossible. Des yeux sombres dans un visage épuisé, une peau olive qui témoignait d'origine méditerranéenne, un uniforme élimé flottant sur une silhouette trop maigre, et ce pendentif brillant d'un léger cramoisi contre sa gorge comme un cœur battant, ne la brûlant pas. Le souffle quitta ses poumons dans un élan qui ressemblait à une noyade. Il s'avança délibérément, laissant ses pas résonner sur le marbre, et vit sa tête se relever brusquement, vit la peur s'épanouir sur ses traits alors qu'elle se relevait en se débattant et faisait basculer le seau. L'eau savonneuse s'étalant sur la pierre en une lente marée. Sa main se porta instinctivement à son pendentif, protectrice, et Lucien dut contracter chaque muscle pour s'empêcher de le saisir lui-même. Qui vous a donné ce collier, dit-il, et sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait prévu, écorchée par 3 siècles de chagrin accumulés. Les yeux de la femme devinrent grands et sombres comme ceux d'un cerf effarouché, et elle recula d'un pas, son dos heurtant l'accoudoir du trône. C'était à ma grand-mère, balbutia-t-elle, les mots se bousculant. Je suis désolée, je ne voulais pas être ici. Le superviseur a dit que le 3e étage avait besoin d'un nettoyage en profondeur, et j'ai pensé, je suis désolée. Savez-vous ce que vous portez? L'interrompit Lucien, faisant un autre pas vers elle. Assez près maintenant pour voir le pouls martelé dans sa gorge juste sous le pendentif, pour sentir les produits chimiques de nettoyage sur sa peau, et en dessous quelque chose de plus chaud, humain et vivant d'une manière qui lui fit mal à la poitrine. Elle toucha de nouveau le pendentif, et il regarda ses doigts s'enrouler autour comme une ligne de vie, regarda son menton se relever alors même que ses mains tremblaient. « Ce n'est que du verre, dit-elle. C'était à elle. Elle disait que ça venait de l'ancien pays. C'est tout ce que je sais. » Avant que Lucien ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse traiter les implications de grand-mère et ancien pays, et le fait impossible de sa survie, son téléphone sonna avec la tonalité particulière réservée aux alertes du conseil, un son qui avait précédé la violence plus de fois qu'il ne pouvait compter. Il le sortit de sa poche et lut le texte qui flamboyait sur l'écran. Signature du pendentif détecté. Tour souveraine. Protocole d'élimination activé. Sa main se resserra sur le téléphone assez fort pour en fissurer le boîtier, et il leva les yeux vers la femme, la regardant vraiment, vit sa confusion céder la place à la peur alors qu'elle percevait quelque chose dans son expression. « Ils arrivent, dit-il doucement. Le conseil. Ils ont des ordres permanents de tuer quiconque possède ce pendentif, sans question, sans procès, sans pitié. » Derrière lui, la porte de la salle du trône se scella avec un clic magnétique qui résonna comme un coup de feu, et quelque part bien au-dessus, il entendit le vrombissement de l'ascenseur privé qui descendait, transportant les exécuteurs de Vashti pour exécuter un ordre vieux de 300 ans. 4 minutes, peut-être moins, et cette femme serait morte sur son sol, son sang se mêlant à l'eau savonneuse et aux taches plus anciennes, et Lucien se retrouva face à un choix qu'il n'avait pas affronté depuis des siècles. Obéir à la loi qu'il avait servie avant même que ce pays n'existe, ou l'enfreindre pour une étrangère portant le visage de sa sœur décédée. La femme le fixait de ses yeux sombres et épuisés, et il y vit le même défi obstiné que Mira avait montré lorsque le conseil était venu la chercher, le même refus de s'incliner, même quand s'incliner signifiait la survie, et quelque chose dans sa poitrine qu'il croyait mort depuis longtemps se fendit comme la glace au printemps. « Me faites-vous confiance ?» demanda-t-il, tendant déjà la main vers son poignet, sachant déjà que sa réponse n'avait pas d'importance, car il avait fait son choix au moment où il avait vu ce pendentif briller contre sa peau et ne pas la réduire en cendres. La femme secoua lentement la tête, honnête même dans sa terreur,
et Lucien sentit sa bouche se courber en quelque chose qui aurait pu être un sourire s'il se souvenait comment en faire un. Malin, dit-il, et il la tira vers le panneau caché derrière le trône, alors que l'ascenseur annonçait son arrivée 3 étages au-dessus et que des bottes commençaient à marteler dans la cage d'escalier. Venez quand même. Lucien entendit les bottes dans la cage d'escalier, 3 étages plus haut et descendant rapidement, le tonnerre rythmé des exécuteurs se déplaçant avec une efficacité prédatrice. Et sa main se referma sur le poignet d'Helena avant que la pensée consciente ne puisse intervenir. « Me faites-vous confiance ?» demanda-t-il à nouveau, et la regarda secouer la tête avec une honnêteté qui aurait été drôle dans d'autres circonstances. « Malin, » dit-il, et il la tira vers le panneau caché derrière le trône, son pouce trouvant le point de pression qui libéra le seau magnétique. « Venez quand même. » Le panneau s'ouvrit sur l'obscurité et un passage de service étroit qui sentait la vieille pierre et une magie plus ancienne, des escaliers raides descendant dans les eaux de la tour, et Helena trébucha derrière lui car sa poigne ne lui laissait pas le choix, sa main incroyablement forte et froide comme le marbre autour de son poignet fragile. Elle essaya de se libérer alors qu'il plongeait dans le noir. « Je n'ai rien volé, » haleta-t-elle, sa voix résonnant contre les murs étroits. « Je sais, » dit Lucien sans ralentir. « Ils vous tueront quand même. » Les escaliers semblaient sans fin, descendant en spirale à travers des niveaux qui n'apparaissaient sur aucun plan officiel, passant devant des portes scellées qui bourdonnaient de sorts de préservation, et Lucien comptait les étages dans sa tête, tout en écoutant les exécuteurs au-dessus se disperser dans la salle du trône, leurs bottes claquant sur le marbre alors qu'ils cherchaient une proie qui avait déjà disparu. Ils débouchèrent dans les archives du sous-sol aux fondations de la tour, un vaste dédale de béton éclairé par des tubes fluorescents grésillants qui baignaient tout d'une lumière jaune maladive, et l'air avait un goût de poussière, de vieux papier et du renfermé particulier de l'information scellée loin du monde. Lucien guida Helena vers une table en métal marquée par des décennies d'utilisation, tira une chaise et elle s'assit car ses jambes tremblaient trop pour la soutenir. Il se dirigea vers un terminal couvert de poussière, ses doigts volaient sur les touches avec l'aisance de quelqu'un qui naviguait dans les bases de données avant même qu'elles ne deviennent numériques. « Le nom de votre grand-mère, » dit-il. « Rosalia Reyes, » murmura Helena, se serrant contre le froid du sous-sol. « Elle est venue d'Espagne en 1958, c'est tout ce que je sais. Elle est morte avant ma naissance. » Les doigts de Lucien s'arrêtèrent, puis reprirent leur rythme staccato, et un arbre généalogique s'épanouit sur l'écran comme une vigne en fleurs, des branches s'étendant sur des siècles dans un enchevêtrement de noms, de dates et de liens qui firent tourner la tête d'Helena. Il traça une ligne avec son doigt, la remontant à travers les paroisses espagnoles, les villages mexicains et les cours européennes, passant par les guerres, les pestes et les migrations, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur un nom surligné en rouge. Mira Corvus, née en 1681, exécutée en 1702 pour crime contre le Conseil souverain. Une fille survivante lisait la note, passée en contrebande, dans un couvent à Séville. La lignée descendait à travers des siècles de femmes, nonnes et marchandes et sages-femmes, mères et filles se transmettant un pendentif et des avertissements murmurés sur les dangers de l'ancien pays, pour finir à Rosalia Reyes, puis tout en bas, fraîchement ajoutés par les protocoles de généalogie automatisés de la base de données. Helena Reyes, vivante, Chicago. « Vous êtes la descendante de ma sœur, » dit Lucien, sa voix soigneusement plate à la manière de quelqu'un qui essaye de ne rien ressentir du tout. Helena fixa l'écran, la cascade impossible de nom la reliant à une femme exécutée il y a 300 ans pour avoir aimé la mauvaise personne. « C'est impossible, dit-elle. » Lucien toucha l'écran et le portrait de Mira se chargea, une peinture à l'huile et à la lueur du feu, montrant une jeune femme aux yeux sombres et au menton défiant, et le pendentif serpentin
reposant contre ses clavicules, exactement comme il reposait maintenant contre celle d'Helena. Vous avez son visage, dit-il doucement. Le silence s'étira entre eux, rompu seulement par le bourdonnement des néons et le fracas lointain des exécuteurs fouillant les étages supérieurs. Et Helena toucha le pendentif avec des doigts tremblants, sentant sa chaleur pulser contre sa paume. La voix de Vashti crépita dans l'interphone de la tour à 1h15 du matin, amplifiée et froide comme l'hiver. Lucien, livrez l'humaine. La loi est claire. Les sanctions pour recel s'appliquent à tous, même aux membres du Conseil. Vous avez 10 minutes pour obtempérer. Lucien entraîna Helena plus profondément dans les archives sans répondre, passant devant des rangées de coffres-forts scellés par le sang qui vibrait de magie de confinement, passant devant des étagères gémissant sous le poids de siècles de bureaucratie vampirique, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un coffre-fort marqué des sceaux de la famille Corvus et presse sa paume contre la serrure. Elle reconnut son sang et s'ouvrit avec un sifflement de pression relâché, révélant un intérieur climatisé contenant une seule vitrine en verre. À l'intérieur reposait un document sur un parchemin si vieux qu'il semblait pouvoir tomber en poussière si l'on respirait trop fort dessus, couvert d'une calligraphie soignée et scellé de 7 cachets de cire de couleurs différentes. La charte originale du Conseil, dit Lucien, soulevant la vitrine avec un soin révérencieux. 1701, rédigé l'année avant qu'il ne tue Mira. Il parcourut le texte, les muscles de sa mâchoire se contractant, et Helena observa son expression passer par des calculs qu'elle ne pouvait suivre. « Il y a une faille, dit-il enfin. L'ordre d'élimination s'applique aux voleurs et aux ennemis, ceux qui volent ou réclament la propriété Corvus par la tromperie. Mais si vous êtes de la famille par le sang, descendante légitime, vous êtes exempte de l'exécution sommaire. » Il reposa la vitrine, ses mains prudentes sur le verre. Sauf que le Conseil soutiendra que la lignée de Mira a été légalement coupée lors de son exécution, que ses descendants n'ont aucun droit à la protection ou à la propriété Corvus. Helena toucha de nouveau le pendentif, sentant sa chaleur constante, et regarda le profil de Lucien sous la dure lumière fluorescente, voyant au-delà de la beauté inhumaine quelque chose de brut et de désespéré en dessous. « Pourquoi est-ce si important ?» demanda-t-elle. « Ce n'est qu'un collier. » Le rire de Lucien était amer comme du café brûlé. « Parce que c'est la clé de quelque chose qu'ils ont enterré avec elle, » dit-il. « Quelque chose qui pourrait les détruire si jamais cela venait à la lumière. » Il ne dit pas « quelque chose que j'étais trop faible pour utiliser pour la sauver », ne dit pas « quelque chose que j'ai passé 3 siècles à essayer d'oublier ». Des bruits de pas résonnèrent plus près, des bottes sur le béton, et des voix annonçaient des coordonnées alors que les exécuteurs de Vashti balayaient les sous-niveaux en quadrillage, resserrant l'étau étage par étage. Lucien prit une décision, ses épaules se redressant sous son poids. « J'invoque le droit de sanctuaire, » dit-il. « Une loi ancienne, plus ancienne que le Conseil lui-même. Si je vous réclame sous ma protection personnelle devant le Conseil assemblé et que vous acceptez, ils ne peuvent pas vous toucher sans un procès formel, ne peuvent pas vous exécuter sans entendre les preuves et permettre une défense. » La gorge d'Helena se serra. « Qu'est-ce que ça coûte ?» demanda-t-elle. Bien qu'une partie d'elle connaisse déjà la réponse. Ses yeux rencontrèrent les siens, et elle y vit le poids accumulé des siècles, des échecs et des compromis, et de la lente érosion de tous les idéaux avec lesquels il avait commencé. « Tout, » dit-il simplement. « Ça coûte tout, car réclamer le sanctuaire signifiait déclarer que le Conseil avait tort, signifiait défier l'autorité de Vashti, signifiait parier son trône et sa position, et peut-être son existence sur la chance qu'une loi vieille de 300 ans ait encore du poids contre la politique moderne du Conseil. Et ils savaient tous les deux que Vashti ne pardonnerait pas ce genre de défi. Lucien amena Helena à son penthouse à 3h47 du matin, l'ascenseur montant à travers l'épine dorsale de la tour
pendant que les exécuteurs en fouillaient les entrailles. Et lorsque les portes s'ouvrirent sur le verre, l'acier et le luxe minimaliste, la ville s'étalait en dessous d'eux, comme un échiquier scintillant devenant gris à l'approche de l'aube. Il lui versa de l'eau d'une carafe en cristal, ses mains stables mais de justesse, ne se faisant pas confiance avec quelque chose de plus fort, et Helena s'assit sur le bord d'un canapé en cuir noir, portant toujours son uniforme d'agente d'entretien avec le pendentif brillant doucement contre sa gorge. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle, sa voix petite dans le vaste espace. Lucien se tourna vers les fenêtres, incapable de regarder son visage qui ressemblait trop au visage de Mira, ses mains qui bougeaient comme les mains de Mira, le pendentif qu'il avait vu sa sœur attacher autour de sa gorge la dernière nuit où elle avait été en vie. « Parce que je ne l'ai pas aidée, elle, dit-il à la ville et à l'aube. Un long silence remplit le penthouse, rompu seulement par le doux bourdonnement de la climatisation et le hurlement lointain des sirènes bien en dessous, et Helena se leva, traversa le sol en béton poli jusqu'à ce qu'elle soit à côté de lui aux fenêtres, son reflet petit et sombre à côté du sien dans la vitre. « Votre sœur, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Lucien hocha la tête, sans toujours la regarder. « J'étais plus jeune alors, dit-il. Plus faible, bien que je me crusse fort. Le conseil disait qu'elle avait violé la loi sacrée en aimant un humain, en partageant nos secrets avec une proie, en plaçant la passion au-dessus du devoir. Je les ai crus parce que croire était plus facile que de se battre, parce qu'on m'avait élevé à faire confiance à la sagesse du conseil plutôt qu'à mon propre jugement. » Il s'interrompit, sa gorge se nouant. Je les ai laissés la prendre, les ai laissés la traîner jusqu'à la chambre d'exécution pendant que je me tenais silencieux dans mes robes de conseiller et ne faisais rien. Son reflet dans la vitre semblait hanté, vidé, et la main d'Helena plana près de son épaule sans tout à fait le toucher, craignant ce que le contact pourrait déchaîner. « Qu'est-il arrivé à l'humain qu'elle aimait » demanda-t-elle doucement. « Ils l'ont tué en premier, » dit Lucien. L'ont forcée à regarder, se sont assurés qu'elle comprenne le prix de son défi avant de mettre fin à sa vie. Le pendentif était censé mourir avec elle, enterré avec ses cendres, mais quelqu'un l'a fait sortir en même temps que sa fille en bas âge. Il regarda enfin Helena, quelqu'un de plus courageux que moi. Dehors, le ciel saignait de rose et d'or alors que le soleil se préparait à percer l'horizon, et le téléphone de Lucien vibra avec un message entrant qui rendit l'air soudainement plus mince. Convocation du conseil, 20 heures ce soir, lisait la notification. La suite de Vashti apparut en dessous. Droit de sanctuaire reconnu sous protêt. Procès fixé. Préparez votre défense, Lucien. Cela ne se terminera pas comme vous l'espérez. Helena lut les messages par-dessus son épaule et sentit le poids de l'inévitable s'abattre sur eux deux comme un linceul. « Que se passe-t-il au procès » demanda-t-elle. Lucien glissa le téléphone dans sa poche et regarda le soleil toucher l'horizon, sachant qu'il avait peut-être 12 heures avant que tout ce qu'il avait construit pendant 3 siècles ne s'effondre autour de lui. « Nous le découvrirons, » dit-il, « si j'ai enfin appris à me battre pour quelque chose qui compte, ou si je suis toujours le même lâche qui a laissé ma sœur brûler. » La chambre du conseil était un cercle parfait, taillé dans une pierre noire qui semblait boire la lumière. 13 chaises à haut dossier disposées comme les dents dans la mâchoire d'un prédateur, et les murs étaient tapissés de miroirs qui ne montraient pas les corps de ceux qui s'y reflétaient, mais quelque chose de plus profond et de plus terrible. Helena se vit fracturée en 1000 versions frissonnantes, chacune montrant une peur différente, une mort possible différente, tandis que le reflet de Lucien n'était qu'une ombre aux yeux qui brûlaient comme des charbons dans une forge. Vashti présidait depuis la plus haute chaise, ancienne et élégante, dans une soie noire qui bougeait comme de l'huile, et 12 autres membres du conseil observaient en silence avec la patience de créatures qui avaient traversé les siècles et pouvaient attendre des siècles de plus. Lucien se tenait à côté d'Helena au centre du cercle,
assez près pour qu'elle puisse sentir le froid qui émanait de son corps, et elle se concentra sur cette sensation pour ne pas regarder les miroirs et les 1000 façons dont elle pourrait mourir. Vashti parla, et sa voix remplit la chambre comme de la fumée. L'humaine porte le pendentif du traître, dit-elle. La loi est claire. Exécution pour vol, profanation et possession illégale de la propriété Corvus. J'ai invoqué le droit de sanctuaire, dit Lucien, sa voix aussi stable que la pierre. Elle est sous ma protection, reconnue par le protocole du Conseil. Le sanctuaire ne peut être révoqué sans procès et preuve. Le sourire de Vashti était froid comme l'hiver. Le droit de sanctuaire ne s'applique qu'aux membres de la famille connue, Lucien. La lignée de Mira Corvus a été légalement coupée lors de son exécution. Cette humaine peut partager un sang lointain, mais elle n'a aucun lien de parenté aux yeux de la loi du Conseil. Des murmures d'approbation parcoururent les autres membres du Conseil, et Helena sentit le poids de leur attention comme une pression sur sa peau. La mâchoire de Lucien se contracta, un muscle tressaillant. Le sang ne ment pas, dit-il. Le pendentif l'a accepté, ne l'a pas brûlé. Seul le sang Corvus peut le porter sans être consumé, vous le savez. Ou un voleur très habile avec les bons sorts, rétorqua Vashti. Elle fit un geste, et un exécuteur se matérialisa depuis les ombres, portant un coffret en bois usé par des siècles de manipulation. À l'intérieur, nichée dans du velours noir, se trouvait une dague en argent avec une garde enveloppée de fils d'or et une lame qui semblait scintiller de sa propre lumière interne. La lame de parenté, dit Vashti. Forgée lors de la fondation de la famille, accordée à la lignée Corvus. Si elle descend vraiment de Mira, elle brillera dans sa main comme le soleil. Sinon, elle la tuera sur place, la brûlera de l'intérieur. Elle regarda Helena avec des yeux qui avaient été témoins de l'ascension et de la chute d'Empire. Quoi qu'il en soit, l'affaire est résolue. Helena regarda Lucien et vit son visage se changer en pierre, mais sa main tremblait légèrement à son côté, ses doigts se contractant, comme pour atteindre quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Il ne pouvait pas intervenir sans violer le protocole du sanctuaire, ne pouvait pas arrêter ce test sans invalider la protection même qu'il avait invoquée, et elle vit dans ses yeux la même rage impuissante qu'il avait dû ressentir en regardant Mira marcher vers son exécution. Vashti se leva de sa chaise avec la grâce fluide d'un félin en chasse et descendit au centre du cercle, tendant la lame à Helena, la garde en premier. « Prends-la, enfant, dit-elle. Prouve ta revendication ou meurs en prouvant que tu as menti. L'un ou l'autre résultat sert la justice. » Le cœur d'Helena battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge. Dans le bout de ses doigts, dans le pendentif qui reposait chaud contre ses clavicules. Elle regarda la dague, la lame d'argent qui captait la faible lumière et la renvoyait en fragments, et pensa aux derniers mots de sa grand-mère murmurés sur un lit d'hôpital. « Tu portes un sang ancien, Mijita. N'en aie pas peur, il est plus fort que tu ne le penses. » Elle tendit la main, ses doigts s'étendant dans un air qui semblait épais comme du miel, et saisit la garde. L'argent froid lui brûla la paume comme si elle touchait de la glace sèche, et elle haleta, la laissant presque tomber, mais la brûlure se transforma en autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, et la lame éclata en une lumière blanc-or qui inonda la chambre comme une nova d'étoiles. Helena s'entendit crier, mais ne put l'entendre par-dessus le rugissement dans ses oreilles, le chant de la lame, une note aiguë et stridente qui lui fit grincer les dents et hurler les miroirs. Les membres du conseil levèrent les mains pour protéger leurs yeux, et Vashti recula en titubant, le visage flasque de choc, et les miroirs se brisèrent un par un, explosant vers l'extérieur en cascades de verre qui restèrent suspendus dans l'air comme une pluie gelée. La lumière était partout, jaillissant de la lame dans la main d'Helena, jaillissant du pendentif à sa gorge, et elle comprit à ce moment-là qu'elle était un conduit pour quelque chose de vaste, d'ancien et de furieux,
quelque chose qui dormait dans son sang depuis 300 ans et qui était maintenant éveillé et affamé. Quand la lumière s'estompa enfin, la lame dans la main d'Helena brillait d'un éclat constant et pur comme une lune captive, et sa paume était intacte, sans marque, entière. Le verre brisé recouvrait le sol en congère comme de la neige, et la chambre semblait différente, plus petite, comme si les murs s'étaient rapprochés de peur. Le silence s'abattit sur eux tous. Lucien expira, un son qui ressemblait à une prière ou à une rupture, et sa main se dirigea vers elle avant qu'il ne se reprenne et la laisse tomber. Vashti se reprit, son sang-froid se réinstallant sur ses traits comme un masque, bien que ses yeux restassent durs. La lame confirme le sang Corvus, dit-elle. Sa voix était tendue, contrôlée. Je reconnais Helena Reyes comme descendante de Mira Corvus, 10e génération, héritière légitime des droits et propriétés de la lignée. Mais elle marqua une pause. Et Helena sentit le piège dans cette pause comme un nœud coulant qui se resserrait. Cela ne change rien. Elle possède toujours illégalement le pendentif du traître. Mira Corvus a été exécutée pour trahison et toutes ses propriétés ont été confisquées par le Conseil. Le pendentif nous appartient. L'humaine doit le rendre et se soumettre à l'exil, quitter nos territoires et ne jamais revenir ou mourir. Lucien s'avança et sa voix trancha dans la chambre. Le pendentif n'a pas été confisqué, dit-il. Il a été volé sur le corps de Mira avant que ses cendres ne soient scellées. Vérifiez les registres d'exécution. Aucun inventaire n'a été déposé, aucun compte n'a été rendu. Vous ne pouvez pas revendiquer la propriété d'un bien que vous n'avez jamais légalement possédé. Les yeux de Vashti se réduisirent à des fentes. Tu joues sur les mots, Lucien. Je cite la loi, rétorqua-t-il. Si le pendentif a été volé, retiré du corps de Mira avant l'inventaire du Conseil, ce n'est pas la propriété du Conseil. Il est passé par la fille de Mira à ses descendants. Légalement, il appartient à Helena par droit d'héritage. Le silence qui suivit semblait dangereux, chargé comme l'air avant un éclair, et Helena regarda le visage de Vashti passer de l'irritation à quelque chose de calculateur et de froid. Alors laissez-la le garder, dit Vashti, et son sourire revint plus tranchant que la lame de parenté. Laissez-la le porter et faire face aux conséquences. Elle commença à tourner autour d'eux, ses pas crissant sur le verre brisé. Le pendentif est un verrou mortel, accordé au coffre scellé de Mira sous la chapelle de verre. Quiconque le portant et entrant dans ce coffre déclenchera la malédiction finale que Mira a placée avant de mourir, une malédiction d'anéantissement total, brûlant le porteur, et quiconque lui est lié jusqu'aux cendres et à la mémoire. Elle s'arrêta devant Lucien. Si vous l'avez vraiment réclamé sous le sanctuaire, vos destins sont liés par la magie du sang. Touchez le coffre et vous brûlerez tous les deux, Lucien. Tous les deux, consumés par le dernier acte de défi de votre sœur. Lucien devint très immobile, et Helena sentit soudain le pendentif contre sa poitrine comme de la glace, comme une pierre autour de son cou, et comprit que tout ce que Vashti avait fait avait mené à ce moment, à ce piège. Vashti continua, s'adressant maintenant au conseil. Nous offrons la clémence. Helena Reyes peut remettre le pendentif sous la garde du Conseil et accepter l'exil de tous les territoires vampires. Elle pourra vivre sa vie mortelle loin de nous, intacte et non molestée. Refusez, et nous nous assurerons qu'elle soit attirée vers ce coffre, d'une manière ou d'une autre. Elle fit un geste vers les exécuteurs qui encerclèrent la chambre. La curiosité est une chose puissante, et les humains sont des créatures si curieuses. Nous avons 72 heures pour décider de quoi, demanda Helena, retrouvant sa voix pour la première fois depuis qu'elle avait pris la lame, et elle sortit plus forte qu'elle ne l'avait prévu. Si vous préférez votre vie à votre orgueil, dit Vashti. Si Lucien préfère son trône à sa culpabilité, le coffre a attendu 3 siècles. Il peut attendre 3 jours de plus pour que vous fassiez le choix sensé. Elle retourna à sa chaise, s'y installant comme une reine sur un trône. Vous avez 72 heures.
Utilisez-les judicieusement. La séance est levée. Les exécuteurs s'avancèrent, et la main de Lucien se referma sur le coude d'Héléna, la guidant vers les portes de la chambre avant que le conseil ne puisse changer d'avis ou ajouter de nouvelles conditions. Elle tenait toujours la lame de parenté et elle pulsait chaudement dans sa main, stable comme un battement de cœur, et alors qu'il marchait à travers le verre brisé, Héléna sentit quelque chose changer en elle. Une certaine compréhension qu'elle n'était pas la femme de ménage impuissante, qui était tombée dans ce cauchemar mais autre chose, quelque chose de dangereux, de précieux et d'appelé. Le pendentif pulsa contre sa gorge au rythme de la lame, et elle crut entendre une voix, faible et lointaine, murmurant des mots qu'elle ne pouvait pas tout à fait distinguer, et sut sans savoir comment que c'était Mira qui l'appelait chez elle, qui l'appelait à la chapelle de verre, qui l'appelait à finir ce qui avait été commencé il y a 300 ans quand une femme avait aimé trop ardemment et l'avait payé de tout. Lucien amena Héléna dans sa bibliothèque privée à 9 heures du matin le 5 novembre, déverrouillant une porte scellée par 3 protections différentes et la conduisant dans une vaste pièce qui sentait le vieux papier, le cuir et quelque chose de plus sombre, la saveur féreuse des traités écrits à l'encre de sang qui avaient maintenu la loi des vampires pendant des siècles. Des étagères du sol au plafond gémissaient sous le poids de livres, de parchemins et de documents reliés dans des matériaux qu'Héléna ne voulait pas identifier, et la lumière du matin filtrant à travers les vitraux transformait tout en ambre et en or. Il sortit les dossiers de l'exécution de Mira d'une armoire verrouillée, les étalant sur une table en acajou usée par des siècles d'utilisation, et ils lurent ensemble en silence, rompus seulement par le murmure des pages qui tournaient. Des détails émergèrent comme des eaux refaisant surface de tombes peu profondes. Mira Corvus, âgée de 21 ans, était tombée amoureuse d'un érudit humain nommé Thomas Gray, qui faisait des recherches sur les structures de gouvernance des vampires pour un livre qu'il ne vivrait jamais assez longtemps pour publier. Elle avait partagé des secrets du conseil avec lui, se rencontrant dans des pièces cachées et marchant dans des jardins après la tombée de la nuit, espérant ensemble qu'ils pourraient réformer un système devenu corrompu et cruel au fil de siècles de pouvoir incontrôlé. Le conseil découvrit la relation grâce à un informateur dont le nom était expurgé des dossiers, la déclara trahison contre la souveraineté des vampires et les exécuta tous les deux à l'hiver de 1702. Mais les dossiers montraient autre chose, un détail qui fit que les mains de Lucien s'immobilisèrent sur la page. Mira avait demandé un dernier rituel avant sa mort, le droit de sceller son témoignage dans un coffre-fort, une pratique ancienne autorisée par l'ancienne loi pour préserver la vérité d'un vampire condamné pour les générations futures. Le Conseil l'avait accordé, disaient les documents, confiant que personne ne pourrait jamais accéder au coffre sans le pendentif qu'il croyait détruire. Lucien traça une ligne dans le document avec son doigt, sa voix basse quand il parla. Son témoignage est toujours scellé, dit-il. Quoi qu'elle sût, quoi que Thomas ait découvert sur les opérations du Conseil, c'est dans ce coffre sous la chapelle de verre. 300 ans et personne n'y a touché. Héléna toucha le pendentif et sentit sa chaleur pulser contre sa paume. « Et si nous l'ouvrons, nous mourrons, dit-elle. La malédiction que Vashti a décrite. Lucien la regarda et elle vit quelque chose d'affamé bouger derrière ses yeux, un besoin qui avait été affamé pendant des siècles, à moins que la malédiction ne soit pas ce que Vashti prétend, dit-il. Mira n'aurait pas voulu faire de mal à sa propre lignée. Elle était beaucoup de choses, mais jamais cruelle. Elle aurait voulu que sa descendante connaisse la vérité. Mais vous ne pouvez pas en être sûre, dit Héléna, et entendit la question sous-jacente à ces mots. Jusqu'où êtes-vous prêt à risquer? Une longue pause remplie de grains de poussière, tournant dans la lumière ambrée et du poids des siècles pesant sur eux deux. Lucienne ferma le livre, la mâchoire serrée. Non, dit-il, je ne peux pas en être sûre. Mais Héléna vit la faim dans ses yeux, vit qu'il voulait la vérité plus que la sécurité,
plus que son trône, plus que l'existence prudente qu'il avait construite au cours de 300 ans de compromis et de silence, et elle réalisa avec une clarté qui ressemblait à une chute qu'elle la voulait aussi, voulait savoir ce que Mira avait été prête à mourir pour préserver. Le 6 novembre à 2 heures de l'après-midi, Elena insista pour retourner à son appartement pour récupérer ses affaires avant l'expiration du délai, et Lucien lui assigna 2 gardes qui la suivirent dans les rues avec la menace subtile de prédateurs se faisant passer pour des humains. Elle leur échappa dans une épicerie bondée, se faufilant entre les rayons et sortant par une entrée de service, et elle savait que c'était stupide, mais elle avait besoin d'espace pour réfléchir, besoin d'être seule avec elle-même et le poids qui pressait contre sa poitrine. Son studio était minuscule et sombre, avec des murs si fins qu'elle pouvait entendre ses voisins se disputer en espagnol à travers le plâtre, et elle s'assit sur son lit, tenant le pendentif et essayant de comprendre comment sa vie s'était transformée si complètement en moins d'une semaine. Son téléphone sonna, l'écran affichant numéro inconnu, et elle répondit sans réfléchir. Une voix de femme parla, vieille et rauque comme le vent dans les feuilles mortes. « Vous êtes la petite fille de Rosalia, » dit la voix. « Qui est-ce » demanda Elena, sa main se resserrant sur le téléphone. « Quelqu'un qui a connu Mira, » dit la voix. « Quelqu'un qui se souvient de ce qu'ils lui ont fait. Écoutez attentivement car je ne le répéterai pas. N'allez pas au coffre. Le conseil vous tuera tous les deux dès que vous serez à l'intérieur, malédiction ou pas. Vashti a déjà positionné des exécuteurs autour de la chapelle de verre. C'est un piège. La ligne se coupa avant qu'Elena ne puisse répondre, la laissant fixer le téléphone et essayer de respirer à travers la panique qui lui serrait les côtes. On frappa à sa porte, la faisant sursauter, et quand elle ouvrit, Lucien se tenait là, seul, la fureur et le soulagement se disputant sur son visage. « Vous ne pouvez pas me fuir, dit-il. Nous sommes liés. Le lien du sanctuaire signifie que je peux vous trouver n'importe où. Je ne fuyais pas, dit Elena, reculant pour le laisser entrer. J'avais besoin de respirer. Il entra et sembla trop grand pour l'espace exigu, sa tête frôlant presque le plafond taché d'eau, et elle regarda ses yeux parcourir sa vie. Des factures empilées sur une table pliante, une seule photographie de sa grand-mère dans un cadre de pharmacie, des meubles de seconde main tenus par l'espoir et du ruban adhésif. Son expression s'adoucit en quelque chose qui aurait pu être de la compréhension ou du chagrin. « Vous étiez invisible pour eux, » dit-il doucement, « pour tout le monde. » « J'aimais ça, » dit Elena, et rencontra ses yeux. Être invisible signifiait être en sécurité. Elle désigna son téléphone toujours serré dans sa main. « J'ai reçu un appel à l'instant. Quelqu'un qui disait connaître Mira. Elle m'a prévenu que le conseil tendait un piège au coffre, que Vashti a déjà des exécuteurs positionnés autour de la chapelle de verre. » La mâchoire de Lucien se contracta, les muscles se bandant. « Vashti, » dit-il. Bien sûr qu'elle n'attendrait pas le délai. Elle nous forcera la main, nous fera venir à elle sur un terrain qu'elle contrôle. Elena se leva, le pendentif se balançant contre sa poitrine. « Alors nous n'y allons pas, » dit-elle. « Nous fuyons. L'exil n'est peut-être pas parfait, mais au moins nous serions en vie. »« C'en est un, » dit Lucien sèchement. « L'exil signifie qu'ils vous chasseront dès que je ne regarderai pas, dès que mon attention se relâchera. Vashti enverra des exécuteurs dans chaque ville où vous vous cacherez, fera des exemples de quiconque vous aidera. Cela ne se terminera que si nous brisons complètement leur pouvoir. »« Comment ?» demanda Elena. « En prouvant que Mira avait raison, » dit-il, regardant le pendentif avec une intensité qui coupa le souffle d'Elena. « Quoi qu'elle ait scellé dans ce coffre est assez dangereux pour qu'ils aient passé 3 siècles à s'assurer que personne ne puisse l'atteindre. Ce genre de peur signifie un levier. Cela signifie un pouvoir qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. » Le 7 novembre, à 11 heures du soir, Lucien organisa une réunion secrète avec 2 membres du conseil en qui il avait confiance, ou du moins en qui il se méfiait moins que les autres, le conseiller Aram, ancien et érudit,
Mal à l'aise avec les méthodes de plus en plus autoritaires de Vashti, et la conseillère Isla, plus jeune avec seulement 200 ans, qui avait un jour remis en question l'exécution de Mira et avait été punie d'un siècle d'exil pour sa dissidence. Ils se rencontrèrent dans le sous-sol d'une église fermée qui sentait la pierre humide et l'encens oublié, rassemblés autour d'une seule bougie qui projetait leurs ombres immenses et déformées contre les murs. Si vous défiez Vashti ouvertement, elle avancera l'exécution, dit Aram sans préambule. Vous avez moins de 24 heures avant qu'elle ne décide que le délai est une formalité qu'elle peut ignorer. Isla se pencha en avant, son visage acéré à la lueur de la bougie. Le coffre de la chapelle de verre est protégé par des sorts de préservation, dit-elle. Si Helena entre en portant le pendentif, les protections s'activeront et la reconnaîtront comme porteuse clé. Mais la malédiction elle-même, le verrou mortel que Vashti a décrit, j'ai aidé à concevoir le sceau de Mira il y a 3 siècles. Il n'était pas destiné à tuer. Il était destiné à révéler. Les mains de Lucien s'immobilisèrent sur la table. « Que veux-tu dire » demanda-t-il. « Mira a encodé son témoignage dans le pendentif lui-même, » dit Isla. « Lorsqu'il entrera dans le coffre, lorsque les protections reconnaîtront le sang Corvus, le témoignage se projettera sous forme de lumière, de son et de mémoire pour que quiconque présent puisse en être témoin. C'est une confession, une accusation, un dossier historique, le tout compressé dans la magie du sang et le cristal de rubis. Alors pourquoi Vashti a-t-elle prétendu que c'était un verrou mortel? Demanda Helena. Parce que le témoignage implique 12 membres du conseil, y compris Vashti, dans un complot visant à fabriquer des preuves contre Mira, dit Aram. Sa voix était lourde d'une vieille honte. Thomas Gray ne faisait pas de recherche sur la gouvernance des vampires comme un exercice académique. Il a découvert la preuve que le Conseil se livrait à un trafic illégal de sang humain, vendant sa protection à des vampires renégats en échange de profits, gérant un marché noir qui violait tous les traités que nous avions signés. Mira a essayé de les dénoncer, de présenter les preuves devant le Conseil au complet. Ils ont fait passer ça pour de la trahison. Ont prétendu qu'elle partageait des secrets d'État pour saper la sécurité des vampires et l'ont exécutée pour enterrer la vérité. Le silence remplit le sous-sol, épais et étouffant, et les mains de Lucien se crispèrent en poing sur la table. Ils l'ont tuée pour se protéger, dit-il, et sa voix était douce et plus dangereuse que des cris. Ils m'ont laissé croire qu'elle était une traîtresse alors qu'elle essayait de nous sauver de notre propre corruption. Si le témoignage est diffusé publiquement, l'autorité du Conseil s'effondre, dit Isla. Chaque traité, chaque loi qu'ils ont appliquée pendant 3 siècles devient suspect. Vashti le sait. Elle fera n'importe quoi pour vous empêcher d'atteindre le coffre, ou s'assurera que vous soyez tués avant que quiconque d'autre ne puisse être témoin de ce que Mira a préservé. Helena avait écouté en silence, tournant le pendentif entre ses doigts, et maintenant elle parla. « Alors nous nous assurons que tout le monde le voit, dit-elle. Nous n'entrons pas en douce, seuls. Nous amenons des témoins, nous le diffusons, nous le rendons impossible à supprimer. » Lucien la regarda, et quelque chose changea dans son expression, une certaine reconnaissance qu'elle avait cessé d'être la femme effrayée qu'il avait tirée dans le passage des serviteurs et était devenue autre chose, quelqu'un prêt à marcher dans le feu si cela signifiait que la vérité survivrait. « Cela signifie marcher dans le piège, dit-il, sachant que les exécuteurs de Vashti attendront. » Helena toucha le pendentif et sentit sa chaleur se répandre dans sa paume, remonter son bras jusqu'à sa poitrine, où elle se logea comme du courage, ou de la folie, ou les deux. « Mira a affronté pire, dit-elle. Elle y est allée en sachant qu'elle mourrait et a quand même scellé sa vérité. Je ne suis pas moins courageuse que mon propre sang. » La bougie vacilla et projeta des ombres folles sur les murs du sous-sol, et Lucien tendit la main par-dessus la table pour stabiliser celle d'Helena, qui reposait sur le pendentif, ses doigts froids et forts contre sa peau.
Il ne la lâcha pas pendant un long moment, et dans ce contact, Helena sentit tout le poids du lien entre eux, la magie du sanctuaire qui liait leur destin, et quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la magie, et tout à voir avec deux personnes, choisissant de se tenir ensemble contre les ténèbres qui les pressaient de toutes parts. La planification eut lieu dans le penthouse de Lucien à 00:30 du matin, le 8 novembre. Les quatre réunis autour de la table de la salle à manger avec la ville scintillant 50 étages plus bas comme des diamants éparpillés, et le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à tenter pesait sur eux comme l'air avant une tempête. Ils iraient à la chapelle de verre à 3 heures du matin, dit Lucien, étalant un plan du bâtiment sur la table. Aram contacterait les médias avant leur arrivée, à la fois les chaînes contrôlées par les vampires, qui ne pourraient ignorer un scandale au Conseil, et les journalistes humains indépendants qui couvraient la politique surnaturelle avec la ténacité de gens qui savaient qu'ils documentaient l'histoire. Isla invoquerait le droit de témoin, une règle ancienne plus vieille que le Conseil lui-même, qui permettait à tout membre d'observer les ouvertures de coffres et exigeait que les procédures soient publiques et enregistrées. S'il parvenait à réunir suffisamment de témoins, avec les caméras tournant et les yeux regardants, Vashti ne pourrait pas les tuer discrètement, ne pourrait pas les faire disparaître dans le même silence qui avait englouti Mira. Mais, dit Isla, son doigt traçant l'emplacement du coffre sur le plan, les protections s'activeront au moment où Helena entrera avec le pendentif. Le témoignage se projettera immédiatement, mais il faut 60 secondes pour se charger complètement. 60 secondes pour que la magie dénoue 3 siècles de mémoire compressée et la transforme en quelque chose que les témoins peuvent percevoir. 60 secondes pendant lesquelles les exécuteurs de Vashti essaieront de vous tuer tous les deux. Je les retiendrai, dit Lucien. Reste derrière moi, près du piédestal. Je ne me cache plus, dit Helena, et sa voix était stable malgré la peur qu'elle sentait grimper le long de sa colonne vertébrale. Lucien la regarda vraiment, et vit au-delà du visage épuisé et des mains tremblantes, les yeux fermes en dessous. Vit la détermination qu'il avait portée à travers une vie d'invisibilité et de survie. « Tu es du sang de Mira, dit-il doucement. Têtue comme elle l'était, courageuse comme elle l'était, insensée comme elle l'était. C'est un compliment, demanda Helena. C'est un avertissement, dit-il. Elle esquissa un sourire, quelque chose de fragile et de féroce, et le moment s'étira entre eux jusqu'à ce qu'Isla interrompe. Vashti soutiendra que le témoignage est fabriqué, dit-elle. La magie du sang peut être falsifiée, les souvenirs peuvent être altérés. Nous avons besoin de corroboration, quelque chose d'indépendant qui confirme ce que Mira a scellé. Aram sortit une clé USB de sa poche, le petit morceau de plastique semblant absurdement moderne contre les anciens documents étalés sur la table. Les recherches originales de Thomas Gray, dit-il. Je les ai gardées cachées pendant 3 siècles, les ai déplacées de ville en ville, les ai copiées sur de nouveaux formats à mesure que la technologie changeait. Dates, transactions, nom de chaque membre corrompu du Conseil et de chaque marché illégal qu'ils ont conclu. Lorsque le témoignage sera diffusé, je le communiquerai simultanément à tous les médias présents. Entre les deux, les mensonges du Conseil s'effondrent complètement. Lucien serra l'épaule d'Aram, sa main tendue de gratitude pour laquelle il n'avait pas de mots. « Merci, dit-il. » Aram croisa son regard, et Lucien y vit le poids de 300 ans de culpabilité. « J'aurais dû me tenir aux côtés de Mira à l'époque, » dit Aram. « J'avais trop peur de perdre ma position, mon confort, ma sécurité. Je n'échouerais pas 2 fois. » La chapelle de verre se dressait sur une falaise, surplombant le lac Michigan à 3 heures du matin, abandonnée depuis 1 siècle après qu'un schisme oublié de longue date l'eût rendue trop souillée pour l'usage des vampires, ses murs faits de panneaux de verre dépolis qui brillaient faiblement sous le clair de lune, comme les os d'une immense créature translucide. Lucien et Helena arrivèrent dans sa voiture,
les pneus crissant sur le gravier. Et l'air sentait la neige, la pierre froide et la vaste étendue d'eau sombre s'étendant jusqu'à l'horizon. Vashti attendait à l'entrée, flanquée de 8 exécuteurs vêtus d'équipements tactiques noirs, et elle sourit en les voyant approcher. « Je ne pensais pas que vous viendriez, » dit-elle. « Je pensais que même vous n'étiez pas assez insensé pour marcher vers une mort certaine. »« Le droit de témoin a été invoqué, » dit Lucien. « La conseillère Isla et le conseiller Aram sont en route avec des observateurs. Vous ne pouvez pas intervenir sans violer des protocoles plus anciens que votre autorité. » Le sourire de Vashti ne faiblit pas. « Je n'ai pas besoin d'intervenir, dit-elle. Le coffre fera mon travail à ma place. Votre précieuse humaine déclenchera la malédiction de Mira et brûlera, et vous brûlerez avec elle par votre lien de sanctuaire. » Justice retardée, mais toujours rendue. Derrière elle, des phares percèrent l'obscurité, un convoi de véhicules approchant sur la route sinueuse de la falaise. Des camionnettes de presse avec des antennes paraboliques, des voitures noires transportant des dignitaires vampires convoqués par les avis d'urgence d'Isla, des journalistes humains avec des caméras et du matériel d'enregistrement qui sentaient le sang dans l'eau et accouraient. Isla et Aram arrivèrent, amenant une foule qui grossit à 30 personnes, puis 40, les caméras tournant déjà et des questions étant criées. Le sourire de Vashti se réduisit à une ligne dure, mais elle s'écarta. « Procédez alors, » dit-elle. « Voyons ce que votre précieuse Mira a laissé derrière elle, quelle vérité elle pensait valoir la peine de mourir. » L'entrée du coffre se trouvait sous l'autel de la chapelle, caché derrière un panneau de pierre que Lucien fit glisser pour révéler un escalier en colimaçon descendant dans une obscurité si complète qu'elle semblait avaler la lumière. Lucien descendit le premier, marchant sur des marches usées par les siècles, et Helena le suivit, le pendentif brillant de plus en plus à chaque pas, pulsant contre sa poitrine comme un second battement de cœur. Les témoins s'entassaient en haut de l'escalier, les caméras enregistrant, les dignitaires vampires murmurant entre eux, et la descente semblait éternelle. La chambre du coffre était circulaire avec des murs tapissés de vitrines contenant des artefacts anciens, des armes, des documents et des objets dont les usages avaient été oubliés par tous, sauf les morts. Au centre se tenait un piédestal de pierre sculpté de symboles antérieurs à l'écriture, et incrusté à son sommet se trouvait une indentation circulaire exactement de la forme du pendentif, attendant depuis 300 ans d'être remplie. L'air vibrait de magie résiduelle, des sorts de préservation si épais qu'Helena pouvait les goûter comme du cuivre sur sa langue. La voix de Vashti résonna d'en haut, amplifiée par la pierre. « Placez le pendentif, petite humaine. Voyons si vous survivez à ce que votre ancêtre a laissé. » Helena regarda Lucien et le vit se tendre, chaque muscle enroulé comme un ressort trop serré, ses mains se crispant à ses côtés. « Je serai juste là, » dit-il, « quoi qu'il arrive. » Elle s'avança, ses pas résonnant dans la chambre, et retira le pendentif avec des mains qui tremblaient malgré tous ses efforts pour les stabiliser. La chaîne glissa sur sa tête et le pendentif pendait de ses doigts, chaud et pulsant, et elle pensa à sa grand-mère murmurant des avertissements sur les dangers de l'ancien pays et à sa propre voix disant qu'elle ne se cacherait plus. Elle plaça le pendentif dans l'indentation. Clic. Le pendentif s'enclencha avec le son de quelque chose d'ancien, reconnaissant quelque chose qui l'attendait, et la lumière explosa vers l'extérieur, blanc-or et aveuglante, forçant tout le monde à protéger ses yeux. Les murs devinrent des écrans, les vitrines projetant des images, et Mira apparut, grandeur nature, et aussi solide que si elle se tenait parmi eux, jeune, féroce et vivante d'une manière qui coupa le souffle de Lucien. Sa voix remplit la chambre, claire et forte. « Si vous voyez ceci, c'est que je suis morte, » dit Mira. Et le conseil a menti sur la raison. Le témoignage commença à se dérouler.
Mira décrivant les recherches de Thomas avec des détails minutieux. L'opération de trafic de sang illégal du Conseil qui avait généré des fortunes tout en violant chaque traité qui protégeait les humains de la prédation, les preuves falsifiées placées dans ses appartements, la confession fabriquée qu'ils avaient essayé de lui arracher avant de décider que l'exécution était plus simple. 60 secondes. Au-dessus d'eux, Vashti hurla, brute et furieuse. Arrêtez ça! Tuez-les! Maintenant! Les exécuteurs descendirent l'escalier dans un flot de bottes et de lames tirées, et Lucien les rencontra à mi-chemin, se déplaçant avec la vitesse létale d'un vampire qui avait survécu 3 siècles en étant plus rapide et plus impitoyable que ses ennemis. Il était en infériorité numérique de 8 contre 1, mais il était plus vieux, plus fort, et se battait pour quelque chose qui comptait plus que la survie. Le verre se brisa, les vitrines explosant alors que des corps s'écrasaient contre elles. Le sang gicla sur la pierre blanche. Helena regarda la projection, le visage de Mira remplissant les murs, et compta les secondes dans sa tête. 40. Un exécuteur passa devant Lucien, esquivant un coup qui lui aurait arraché la tête, et se jeta en bas de l'escalier vers Helena avec un couteau tendu. Elle ne se figea pas, ne cria pas, n'attendit pas d'être sauvée. Elle saisit un éclat de verre brisé sur le sol où une vitrine s'était fracassée, les bords lui coupant la paume, et le lui planta dans la gorge quand il l'atteignit. Il s'effondra en gargouillant, le sang s'accumulant autour de lui. Et Helena fixa ses mains tremblantes et rouges. Lucien jeta un coup d'œil en arrière, les yeux écarquillés de quelque chose entre l'horreur et la reconnaissance. « Helena, commença-t-il. « Attention à ton dos, cria-t-elle, et il se retourna juste à temps pour bloquer une autre lame visant sa colonne vertébrale. 20 secondes. La voix de Mira continua, stable et inébranlable. « J'ai aimé un humain, dit-elle. Ce n'était pas mon crime. Mon crime était de menacer leur pouvoir, d'exposer leur corruption, de croire que la vérité comptait plus que le confort. Si vous entendez ceci, qui que vous soyez, terminez ce que j'ai commencé. Ne les laissez pas enterrer la vérité à nouveau. » La projection se termina, les images s'estompant, et le pendentif fut éjecté du piédestal avec un léger clic, tombant dans les mains d'Helena, ne brillant plus mais chaud et d'une certaine manière plus léger. Le silence remplit le coffre, rompu seulement par la respiration des exécuteurs blessés et le goutte à goutte du sang sur la pierre. Puis des pas, lents et délibérés, et Vashti descendit seule, applaudissant avec une lenteur moqueuse. « Une belle histoire, dit-elle. Sans pertinence, bien sûr. Le témoignage d'une traîtresse condamnée ne prouve rien. La magie du sang peut être manipulée, les souvenirs peuvent être altérés. Vous n'avez accompli rien d'autre que d'assurer votre propre mort. » La voix d'Aram vint du haut de l'escalier, amplifiée pour que toutes les personnes présentes puissent l'entendre. « Alors expliquez ceci, dit-il, brandissant la clé USB pour les caméras. Les recherches originales de Thomas Gray, non altérées, vérifiées par 3 archivistes indépendants. Dates. Transactions. Non. Chaque membre corrompu du Conseil y est listé, chaque marché illégal documenté. Mise en parallèle avec le témoignage de Mira, et tout correspond parfaitement. Les flashs des appareils photo éclatèrent comme des éclairs. Les journalistes criant des questions, les dignitaires vampires murmurant entre eux, certains choqués et d'autres calculant comment cela changeait la structure du pouvoir. Le visage de Vashti devint froid et plat, toute prétention de civilité disparaissant pour révéler quelque chose d'ancien et de vicieux. « Vous êtes tous des traîtres, » siffla-t-elle. Lucien s'avança, du sang sur les mains et le visage, l'épuisement et le triomphe se disputant dans son expression. « Non, dit-il, nous avons fini de protéger les vôtres. » Vashti gronda, un son plus animal qu'humain, et se jeta sur Helena avec une lame dissimulée qu'elle avait tirée de sa manche, se déplaçant avec la vitesse qui l'avait rendue redoutée pendant des siècles.
Lucien intercepta, plus rapide, lui saisissant le poignet et le tordant jusqu'à ce que les os grincent et que sa lame claque sur le sol. Il la maintint là, le bras plié à un angle contre nature, et elle pouvait le voir trembler sous l'effort de la retenue. « Tu as tué ma sœur par cupidité, » dit-il doucement. « Pour le profit, le pouvoir et le confort de ne pas être remis en question. Je ne te tuerai pas, même si j'en ai très envie. Je laisserai le conseil que tu as corrompu décider de ton sort, les laisserai te juger comme tu as jugé Mira. » Il la relâcha, et elle recula en titubant, berçant son poignet. La voix d'Isla retentit, formelle et finale. Conseillère Vashti, vous êtes démise de vos fonctions en attendant une enquête complète. Remettez votre sceau immédiatement. Vashti regarda autour de la chambre, les caméras enregistrant tout, les dignitaires vampires dont elle comptait sur le soutien qui reculait maintenant, les exécuteurs qui avaient survécu gisant blessés et peu disposés à se battre pour elle. Pas d'alliés, pas d'échappatoire, tous les yeux la regardant tomber. Lentement, elle retira sa bague de conseillère, le sceau de son autorité, et la laissa tomber sur le sol ensanglanté où elle roula en un cercle paresseux avant de s'immobiliser. « Ce n'est pas fini, dit-elle. « Si, dit Lucien. C'en est un. » L'aube se leva sur le lac Michigan à 5h30 du matin, le ciel saignant de rose et d'or sur une eau qui s'étendait jusqu'à l'horizon comme du métal martelé, et Lucien était assis au bord de la falaise à l'extérieur de la chapelle de verre, les jambes pendantes au-dessus du vide, les vagues s'écrasant contre les rochers 50 pieds plus bas. Helena était assise à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se touchent presque, et aucun des deux n'avait parlé pendant 10 minutes, tous deux regardant le soleil monter et écoutant l'eau, essayant de digérer ce qu'ils avaient survécu. La chapelle de verre était vide maintenant, les témoins dispersés dans leurs foyers et leurs salles de rédaction pour écrire des histoires qui remodèleraient la politique des vampires pour les générations à venir. Vashti emmenée en détention par les exécuteurs loyaux d'Aram, ses propres gardes désarmés et faisant face à leurs propres enquêtes. Helena portait toujours le pendentif, ne brillant plus mais chaud contre sa peau comme une chose vivante, et les mains de Lucien étaient propres maintenant après qu'il eut lavé le sang dans l'eau glacée du lac, mais sa chemise était déchirée et tachée des preuves de la violence qui leur avait valu cette paix fragile. Il rompit le silence, sa voix rauque d'avoir crié des ordres pendant le combat. « Le conseil devra se restructurer complètement, dit-il. Aram et Isla pousseront pour des réformes, des mesures de transparence, une représentation humaine. Il faudra des décennies pour défaire 3 siècles de corruption. Les aiderez-vous » demanda Helena. « Je ne sais pas, » dit Lucien, et l'honnêteté dans sa voix rendit la chose plus douloureuse. J'ai servi ce conseil pendant 323 ans. Je me suis définie par ma position, mon devoir, mon service à leur autorité. Je ne sais pas qui je suis sans cela. Helena le regarda vraiment, voyant au-delà de la beauté immortelle l'homme en dessous, qui était tout aussi perdu qu'elle l'avait été une semaine auparavant. « Vous êtes l'homme qui m'a sauvée, » dit-elle, « qui a sauvé la mémoire de votre sœur, qui a combattu le conseil qui l'avait servi pendant des siècles parce que c'était juste. C'est qui vous êtes. » « Je ne l'ai pas sauvée, elle, » dit Lucien, la mâchoire serrée. « Helena, je les ai laissés la tuer. Je suis restée là à regarder et je n'ai rien fait. »« Vous avez terminé ce qu'elle a commencé, » dit Helena. « Vous vous êtes assuré que sa vérité survive. Vous vous êtes assuré que sa mort ait un sens. Ce n'est pas rien. » Une longue pause remplie du bruit des vagues et des cris des mouettes au-dessus de leur tête, et quand Lucien parla à nouveau, sa voix était devenue rauque de quelque chose qui aurait pu être des larmes s'il se souvenait encore comment pleurer. « Vous devriez rentrer chez vous, » dit-il. « Retourner à votre vie, à votre appartement, à votre invisibilité. Vous en avez assez fait, assez sacrifié. Ce monde vous dévorera si vous restez.
C'est ce que vous voulez, demanda Helena, et son souffle se bloqua dans sa gorge en attendant sa réponse. C'est ce qui est sûr, dit-il. Je n'ai pas combattu pour sortir de ce coffre pour la sécurité, dit Helena, et elle se leva, se tournant pour lui faire face avec le lever du soleil dans son dos, transformant ses cheveux en feu. Je suis l'héritière de Mira, Lucien. Je porte son sang, son pendentif et son combat. Je ne vais pas abandonner ça, cette chance de vraiment changer quelque chose, de m'assurer que personne d'autre ne soit exécuté pour avoir aimé la mauvaise personne ou posé les mauvaises questions. Je ne vais pas vous abandonner, vous. Lucien se leva lentement, se déployant de toute sa hauteur, et la lumière du matin attrapa l'épuisement sur son visage et l'espoir qu'il essayait de ne pas ressentir. Si vous restez, ils viendront vous chercher, dit-il. Vashti a des alliés au Conseil qui ne pardonneront pas cette révélation. Les ennemis du Conseil vous verront comme un symbole, essaieront de vous utiliser ou de vous détruire. Votre vie ne sera plus jamais tranquille, plus jamais en sécurité. Elle n'a jamais été tranquille, dit Helena. J'étais juste douée pour faire semblant, douée pour me faire petite et invisible, pour que personne ne me remarque assez pour me faire du mal. Elle toucha le pendentif et sentit sa chaleur se répandre dans sa paume. Je veux finir ça, dit-elle. Réformer le Conseil, protéger les humains qu'ils exploitent depuis des siècles, construire quelque chose de mieux que ce pourquoi Mira est morte en se battant. Je veux, elle hésita, cherchant du courage. Je veux que vous restiez aussi. Le silence s'étira entre eux, rempli de toutes les choses qu'aucun d'eux ne savait dire, puis Lucien combla la distance entre eux en 2 pas, s'arrêtant à quelques centimètres. « Je ne suis pas doué pour ça, dit-il. Pour laisser entrer les gens, pour croire que je mérite quelque chose de doux, de chaud ou d'humain, pour croire que je ne détruirai pas ce que je touche. » Helena leva la main et lui caressa le visage, ses mains petites et chaudes contre sa peau froide. « Moi non plus, dit-elle. Il l'embrassa alors, doucement d'abord comme s'il craignait qu'elle ne se brise, puis plus profondément alors que 3 siècles de solitude se brisaient contre sa chaleur comme des vagues contre la falaise en contrebas. Elle avait le goût du café, du courage et de quelque chose dont il avait oublié l'existence, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir, et quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien, respirant fort. « Si nous faisons ça, si nous restons ensemble et menons ce combat, je ne pourrai pas vous protéger de tout, dit-il. Le monde que nous construisons sera dangereux pendant longtemps. Je n'ai pas besoin que vous me protégiez de tout, dit Helena. J'ai besoin que vous vous battiez à mes côtés. Partenaires égaux, pas protecteurs et protégés. Il sourit. Un sourire rare et réel qui transforma son visage en quelque chose de plus jeune. Je peux faire ça, dit-il. 7 semaines plus tard, Helena entra dans la chambre du conseil nouvellement réformé, ses talons claquant sur les sols polis qui reflétaient la lumière du soleil hivernal entrant par les baies vitrées. La pièce n'était plus un cercle froid de trônes disposés comme les dents d'un prédateur, mais une table ronde en bois clair avec des incrustations de verre, et gravé dans ce verre se trouvait le témoignage de Mira de sa propre écriture, permanent et visible, une fondation sur laquelle ils avaient bâti le nouvel ordre. Helena portait maintenant des vêtements de ville, un pantalon gris et un chemisier blanc, professionnel et soigné, mais le pendentif était visible sur son col, une déclaration et un rappel. Aram l'accueillit à la porte. Semblant plus jeune d'une certaine manière malgré ses années anciennes, le poids de 3 siècles de culpabilité s'étant enfin levé. « Prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, serrant le dossier de propositions qu'elle avait passé toute la nuit à finaliser. « Commençons, » dit-elle. La première session officielle du Conseil réformé commença avec l'arrivée des représentants, moitié vampires et moitié humains, avocats, militants et universitaires, qui s'étaient battus pour ce moment. Lucien était assis à côté d'Helena, assez près pour que leurs épaules se touchent,
Et sous la table, leurs mains se lièrent, leurs doigts s'entremêlant. Il avait démissionné de son ancien siège au Conseil et en avait accepté un nouveau en tant que liaison humaine, un poste qui aurait été impensable 8 semaines auparavant. Aisla ouvrit la séance. Sa voix claire et formelle. Premier point à l'ordre du jour, dit-elle. Formaliser les protections légales pour les relations entre humains et vampires. S'assurer que personne ne soit confronté à l'exécution ou à l'exil pour avoir aimé au-delà des lignes des espèces. Elena croisa le regard de Lucien et vit dans son visage le même mélange de chagrin et de détermination qu'elle ressentait. Chagrin pour Mira et Thomas, qui n'avaient pas vécu pour voir cela. Détermination à s'assurer que leur mort ait eu un sens. Il lui serra la main. 3 pulsations rapides qu'elle savait signifier « Je suis là, je suis avec toi, nous faisons ça ensemble ». Par la fenêtre, Chicago scintillait à la lumière du jour, la ville s'étendant dans toutes les directions, sous un ciel si bleu que ça faisait mal de le regarder. Un nouveau monde, toujours dangereux, toujours fracturé par des siècles d'inégalité et d'exploitation, toujours marqué par les cicatrices de ce qui avait précédé, mais plus construit sur des mensonges, plus soutenu par le silence. Le pendentif brillait faiblement contre la peau d'Helena, chaud et constant, un rappel de la femme qui était morte pour rendre ce moment possible, qui avait scellé sa vérité dans le rubis et l'argent et avait attendu 300 ans que quelqu'un d'assez courageux pour finir ce qu'elle avait commencé. Helena sentit cette chaleur et crut entendre, aussi faible qu'une respiration, une voix qui aurait pu être celle de sa grand-mère, de Mira ou la sienne disant « Merci, merci, vous l'avez fait ». Et elle ferma les yeux un instant avant de les rouvrir pour faire face au travail à venir, le long, difficile et magnifique travail de bâtir quelque chose de meilleur sur les cendres de ce qui avait brûlé.